Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles des réseaux de la diaspora, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne qui vous offre la possibilité de connaître comment vive le peuple de la diaspora. Il s'agit bien du réseau de la diaspora 24 heures sur 7 émettant en Amérique du Nord et à Toronto plus particulièrement. Comme nous le disons à chaque émission, les réseaux de la diaspora que vous retrouvez sur le www.dn247.net. C'est une chaîne qui est conçue justement pour vous permettre de connaître les faits de l'histoire, les situations politiques, le sport, la jeunesse, ainsi que comment vive le peuple de la diaspora. Alors sur les réseaux de la diaspora, nous discutons de la politique, de la technologie et de la science. Nous discutons de beaucoup de phénomènes de la société et aussi de la politique. Aujourd'hui, les réseaux de la diaspora est privilégié. Nous sommes dans la diaspora congolaise au Canada. Nous serons logiquement dans l'émission Les coulisses du pouvoir avec votre serviteur Charles Kajugon Pompou. Pour des raisons de vacances, est absent pour la circonstance. Alors je reçois avec beaucoup d'honneur pour vous Monsieur André Kalonzo, qui n'est plus à présenter pour beaucoup de Congolais. Monsieur André Kalonzo, c'est un haut cadre de l'UDPS, membre cofondateur, il le précisera tout à l'heure. Monsieur Kalonzo est surtout le représentant de l'UDPS auprès des instances de l'ONU. Vous imaginez la grandeur de son poste. Alors, sans plus tarder, je vous demande, vous et moi, que nous puissions accueillir avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, Monsieur Kalonzo. Monsieur Kalonzo, bonjour. Bonjour, Aimé. C'est vraiment pour nous un honneur. Quand nous avons appris que vous étiez dans la ville, notre équipe s'est débattue de sorte que nous puissions vous rencontrer et essayer d'avoir justement cette entrevue avec vous pour connaître de votre part quelques impressions par rapport à la situation politique actuelle, la situation au sein de l'UDPS, les prises de position du parti UDPS, mais avant que nous puissions entrer dans le vif de tous les sujets des questions du moins que nous avons prévues pour jouer aujourd'hui, j'aimerais pour nos auditeurs que vous puissiez vous présenter en 2-3 mots, leur dire qui vous êtes et nous pouvons partir de là. Okay. Merci bien. Je me retrouve effectivement ici en visite privée et je me réjouis d'avoir rencontré le réseau de la diaspora. Et vous avez remarqué que je me suis empressé d'accepter cette interview. C'est une occasion de plus de parler de notre pays. Je m'appelle André Kalonzo Ilunga. Je suis membre cofondateur du parti UDPS. Ça veut dire que je suis dans ce parti depuis la conception. J'ai été membre du comité exécutif de ce parti, membre du comité national du parti. J'ai représenté le parti aux Nations Unies pendant près de 10 ans. Et j'étais dernièrement secrétaire chargé de mission adjoint dans la province du Katanga. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire sur mon cursus politique au sein de l'UDPS. Très certainement, vous avez été modeste, vous n'avez pas parlé de votre participation active dans le sport, car notre représentant, le président Kalonzo, était un grand sportif. Peut-être, à travers l'interview, il pourra faire une mention là-dessus. Monsieur Kalonzo, je sais que votre emploi du temps est très chargé et au moment même où je vous parle, je sais que vous êtes attendu pour une autre rencontre importante. Mais vous savez, le Congo aujourd'hui est au centre de l'actualité africaine. De plus en plus, les Congolais, quand ils font mention du Congo, le monde est informé finalement de problématiques des droits de la personne, ainsi de suite. Ce qui m'amène à ma première question. Aujourd'hui, à l'Est, on voit la reprise des combats, on voit le déploiement d'une force d'intervention rapide de l'ONU, où vous représentez le parti l'UDPS. Alors, notre question est de connaître quelle est la lecture que vous faites des derniers affrontements, ainsi que de déploiement justement de ces forces qui ont participé dans les combats que nous avons vus récemment à l'est du Congo. En fait, le grand problème, c'est que on n'a jamais cherché à résoudre la question fondamentale. Et la question fondamentale, c'est la question de légitimité du pouvoir dans notre pays. Donc,
pendant 32 ans, Mobutu a régné par défi. Il a été remplacé par Kabila, qui a commencé à, Laurent Kabila, qui a commencé à faire exactement la même chose. Et puis après, Joseph Kabila, c'est la même chose qui continue. On organise des élections, on triche de façon honteuse, et on repose le problème de la légitimité du pouvoir au niveau national. Et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre principalement pour que finalement il y ait paix et que les choses se passent normalement dans le pays. La situation à l'Est est une catastrophe. Une catastrophe particulièrement par le fait que maintenant on a transformé la femme congolaise vraiment en objet. La violation des femmes congolaises est devenue une routine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons tout faire pour y mettre fin. Donc, nous condamnons cette situation à l'Est qui est orchestrée par les pays voisins, le Rwanda en l'occurrence, et nous pensons que le jour où il y a un gouvernement sérieux au niveau du pays, c'est quand les choses vont commencer à s'arranger. Parce que ce qui se passe en ce moment se fait visiblement avec la complicité des gens qui sont au pouvoir à Kinshasa. Ces gens jouent un double jeu. Hein? Ils favorisent l'intrusion des Rwandais dans tout ce qui nous concerne. Et ils font des affaires à l'Est. Ils ne voudraient pas que ces affaires soient contrôlées. Et tout ça, finalement, devient lourd sur nous. Cela devient lourd, monsieur le représentant, mais on voit quand même le mandat de la mission de l'ONU, MONUSCO, qui a légèrement changé. Avant, ils étaient une force d'observation et d'interposition, mais là, on voit qu'il y a une force de frappe qui est intervenue, qui ont même participé aux affrontements qui ont eu lieu ces dernières semaines. Est-ce que là prouve quelque part un changement de ton ou un changement de compréhension de la communauté internationale qui a dépêché ses forces, ou vous pensez que c'est toujours cette même combine avec le gouvernement central, comme vous êtes en train de le dire? Non, je pense que, encore une fois, les Nations Unies, avec 17 000 hommes, ils étaient une force d'observation. 17 000 hommes. Et ils n'ont rien observé du tout. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est user de leurs moyens financiers pour abuser de nos petites filles, etc. Maintenant, on a changé le mandat des Nations Unies. Ok, d'accord. Mais pourquoi faire? Pour soi-disant neutraliser les forces négatives. Mais encore une fois, on ne s'attaque pas au problème de fond. Je pense personnellement que le problème de fond, c'est le problème de légitimité du pouvoir au niveau national. Si ce problème n'est pas réglé, il y aura toujours des gens pour s'attaquer à un pouvoir qui règne par défi. Il y aura toujours des gens pour s'attaquer d'une manière ou d'une autre au pouvoir qui règne par défi. Donc, j'ai l'impression, personnellement, qu'on fait du superficiel, on ne s'attaque pas au fond des choses. Et le fond des choses, c'est la légitimité du pouvoir au Congo. Merci, Monsieur le Président. Parlons justement de la légitimité du pouvoir depuis novembre 2011, le 28 novembre, le 29, au lendemain des élections que le monde entier a pu suivre. On entend beaucoup de scénarios. On entend parler de hold-up électoral, on entend parler de dialogue national,
que certains appellent concertation nationale. On entend parler des pourparlers pour créer un gouvernement de transition. Est-ce que vous, enfin, je dirais plutôt, quelle est votre lecture en tant que parti? Parce que jusque-là, l'UDPS préconise, et le président national de l'UDPS a prêté serment comme président élu du peuple congolais. Quelle est votre position par rapport à tous ces assises? Intéressant. Oui, il y a eu élection le 28 novembre 2011, mais il y a eu une tricherie à grande échelle. J'étais au pays pendant la période préélectorale et pendant la période des élections, donc j'ai suivi toute la situation de près. J'ai vu combien la CNI a d'abord refusé d'ouvrir le serveur central à l'audit et nous nous sommes retrouvés avec un électorat qui était inconnu, donc c'était fait exprès. Et ce sont des gens des Nations Unies qui sont au sein de la CNI et qui géraient ce serveur, pour vous dire qu'il s'agit d'une sorte de complicité inacceptable. Donc, élection, tricherie à grande échelle. Moi, j'étais au Katanga. J'ai vu arriver au Katanga Étienne Tshisekedi. Et en tant que l'UDPS et représentant là-bas, j'ai fait partie de l'organisation de son accueil. Je l'avais d'ailleurs précédé dans les coins où il devait aller. Kipushi, Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi. Tshisekedi a été l'objet d'un accueil sans précédent. Mais, quelque temps après, quand on voit les résultats des élections, au Katanga, là-bas, dans 6000 bureaux, Tshisekedi a zéro voix. Bon, enfin, écoutez, c'est de la vaste blague. C'est de la vaste blague. Donc, cette tricherie a d'ailleurs été stigmatisée par toutes les représentations des organisations qui étaient là pour contrôler les élections, etc. Tout le monde a trouvé que le résultat des élections n'était pas crédible. Alors, nous sommes retrouvés devant une situation où nous avions Étienne Tshisekedi qui avait virtuellement gagné les élections et Joseph Kabila qui avait triché et qui était, disons, reconnu vainqueur par la CNI et par la Cour suprême. Malheureusement, je dois avouer que nous n'étions pas suffisamment bien organisés pour contrer la situation de ce moment-là. Nous devrions profiter du fait que la communauté internationale a opposé un refus catégorique d'assister à la prestation de serment de Kabila. Nous n'avons pas profité de cette situation-là. Et notre peuple continue à tergiverser sur cette question. La question de pouvoir est une question fondamentale. Nous n'acceptons pas un chef d'État parce qu'il a triché aux élections. Eh bien, nous le faisons partir par tous les moyens.
Et notre peuple doit comprendre que pour changer une situation aussi complexe que celle qui concerne notre pays, ça prend des sacrifices, et parfois le sacrifice suprême. Il n'y a personne qui viendra changer la situation chez nous. C'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge et nous battre au prix de la mort pour changer la situation chez nous. Nous avons un pays plein de richesses. Nous ne pouvons pas accepter d'être aussi pauvres. Très certainement, certainement, oui, parce que nous avons constaté effectivement, enfin, l'UDPS a réclamé le hold-up électoral au lendemain des élections, comme nous le savons tous. Nombreux ont dit que le président national de l'UDPS, Dr Etienne Tshisekedi, serait en résidence surveillée. Mais dans l'entretemps, on nous parle des dialogues nationaux, concertations, ainsi de suite, où justement l'UDPS ne prend pas position. Est-ce qu'il y a une raison qui justifie la non-participation de l'UDPS et quelles sont justement vos positions officielles par rapport à ces dialogues en tant que tels? Tshisekedi en résidence surveillée, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'étais parti de Lubumbashi à Kinshasa pour essayer de le rencontrer. Nous avons dû forcer notre accès vers chez lui parce que le quartier est entouré de militaires, etc. Et on ne vous laisse pas passer facilement. Oui, vous entendrez que voilà, Etienne Tshisekedi est parti en Afrique du Sud, donc on l'a laissé partir. Donc on se joue un peu de lui comme ça. On ouvre une porte par ici, on la referme par là, etc. Et le temps passe. Et le temps passe. On parle de négociation. Nous sommes un parti qui a œuvré de façon pacifique pendant plus de 30 ans. Personnellement, je pense que quand il y a dialogue, nous devons participer. Ça, c'est mon point de vue personnel. Quand il y a dialogue, nous devons participer et donner notre point de vue. Défendre notre point de vue. Nous avons fonctionné de cette manière de tout le temps. Du temps de Mobutu, nous avons dialogué avec Mobutu tout le temps. Vous vous souviendrez que le dernier dialogue en date est celui qui s'est passé à Nice. Etienne Tshisekedi s'est déplacé pour aller voir Mobutu à Nice. Alors qu'entre nous, des gens comme nous, on lui disait... Moi, j'avais fait le voyage de New York à Kinshasa pour lui dire, non, il ne faut pas vous déplacer pour Nice. Ce monsieur est fini. Nous devons nous organiser pour voir comment récupérer la situation. Mais il est allé à Nice. Finalement, Mobutu s'est joué de lui. Ils avaient conclu des accords. Très vite, cela a changé avec l'influence des gens comme Ngwanda, etc. Oui, concertation, mais ces concertations doivent être libres. Il ne faut pas que Joseph Kabila impose une ligne de conduite dans les négociations. Et même s'il imposait une ligne de conduite, souvenons-nous de la CNS. Mobutu, c'est Mobutu qui avait organisé la CNS. C'est lui qui a choisi les participants. Nous sommes venus à la CNS. Finalement, les gens se sont pris en charge. Ils ont rendu cette CNS souveraine. Et c'est cette CNS qui a élu Etienne Tshisekedi comme Premier ministre d'une transition qui devait nous amener aux élections. Je sais que mon parti a pris position pour dire que on ne s'intéresse pas au dialogue et tout ça. Moi, je suis d'un avis contraire. Je pense que
Avis contraire en tant que représentant même du parti auprès Non, en tant que membre du parti. Okay. En tant que membre du parti. Je dis, nous devons participer à des concertations s'il y en a et œuvrer au sein de ces concertations pour faire triompher la vérité. Mais il y a des voix qui disent que le pouvoir en place organise ces concertations à l'issue desquelles il sortirait éventuellement un gouvernement de transition où prendrait part également le membre de l'opposition. Tout comme il y a des voix qui disent, ben tiens, si concertation devait avoir lieu, ça devait être sous l'égide d'une observation internationale. On évoquerait les cas du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, en tant que tel. D'autres voix disent, voilà, tiens, le simple fait de participer, c'est pour parler, pour l'UDPS, qui réclame avoir gagné les élections. Ce sera aussi quelque part une façon de reconnaître justement la victoire de Joseph Kabila. Est-ce là l'élément qui motive votre position pour prendre part à ces assises, ou vous le prenez en tant que position du parti en tant que tel? Oui, ce que vous dites est vrai. Mais nous sommes en politique. Il ne faut pas avoir des positions figées. Il faut voir non seulement l'intérêt du parti, mais également l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation. La nation est en crise sérieuse. Qu'est-ce que nous devons en tant que parti faire pour sauver la nation? Je pense que nous devons à un moment donné faire la part des choses, faire des concessions. Nous ne pouvons pas nous cramponner à l'extérieur de tout ce qui se passe sans changer le fondamental. Mais si nous pouvons participer à une concertation et faire triompher la vérité, mais quoi de plus souhaitable? Donc, je pense qu'il y a une réflexion sérieuse à faire à ce niveau-là. Je suis de l'avis que chaque fois qu'il y a un dialogue à faire, nous ne pouvons pas nous tenir à l'écart. Nous sommes un parti de dialogue. Nous sommes un parti de dialogue. Et quand il y a dialogue, nous dialoguons. Dialoguer ne signifie pas nécessairement que nous allons abdiquer et aliéner nos principes. Non. Nous dialoguons pour défendre notre point de vue. Et ce point de vue serait aussi la vérité des urnes, puisque ce point n'est pas à l'ordre du jour. Eh bien, si nous nous réunissons, mais nous allons tout faire pour inclure ce point à l'ordre du jour. Mais si nous ne participons pas, ce point sera ignoré. Nous participons, nous disons, il faut inclure tel point à l'ordre du jour, la vérité des urnes. Si vous n'acceptez pas, nous ne participons pas. C'est différent. Mais la position du parti officiel reste que vous ne prenez pas part à ces dialogues. Et dans l'entretemps, le président élu, puisque ce n'est plus un secret pour personne, il a été élu, est toujours en mode de recherche de l'impérium. Alors, politiquement parlant, stratégiquement parlant, juridiquement parlant, comment vous vous positionnez alors au devant de toutes ces assises? C'est important ce que vous soulevez là. Le président élu n'a pas d'impérium. C'est le président non élu qui a l'impérium. C'est ça la réalité de la situation. Alors, nous avons le choix entre privilégier l'intérêt de la nation, nous dire, tiens, qu'est-ce que le pays gagne dans tout ceci? Et nous dire, nous n'acceptons pas cette situation et nous faisons tout pour qu'elle change. Et pour qu'elle change, il y a des actions qu'il faut prendre. Il y a des actions qu'il faut prendre. Il faut se battre.
il y a une action militaire qu'il faut envisager. Parce que quelqu'un comme Kabila, il n'y a que le langage militaire qu'il comprend. Vous avez vu, dès que le M23 a fait quelque chose, vous avez vu comment il a bougé. Vous soutenez la position du M23? Non, je ne soutiens pas la position du M23. Du moins les prises de position, parce qu'il y en a nombreux. Ouais, c'est ça. Mais je soutiens que dès qu'ils ont bougé, Kabila a commencé à bouger. Un peu comme Mobutu dans le temps. Nous avons lutté pendant des années et des années, mais dès que l'AFDL est venu, avec une lutte armée, le type a abdiqué, il a fui. Il a fui. Donc, la situation est assez complexe et nous, en tant que parti, nous avons une réflexion sérieuse à faire pour voir comment nous mettons fin à un pouvoir qui est issu d'une tricherie à grande échelle et comment nous privilégions quand même l'intérêt supérieur de la nation. Le pays est mort, le pays a des difficultés énormes. Nos femmes sont violées à tout bout de champ. Il faut mettre fin à ces situations-là. Mais les gens vivent dans la misère noire. J'étais candidat à Lubumbashi. Ça m'a permis d'aller dans les coins et recoins de Lubumbashi. Mais je vous dis, les gens vivent dans la misère noire. Les gens n'ont pas d'eau potable. Hein? Ils vivent d'eau de puits. Hein? Ils creusent des puits. Ces puits communiquent avec les fosses septiques. Et c'est cette eau-là qu'ils utilisent pour se laver, pour boire. Et nombreux tombent malades sérieusement. Ça, c'est à Lubumbashi, la deuxième ville du pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans les villages? Qu'est-ce qui se passe dans les villages? Je pense que notre parti doit maintenant évoluer, voir ce qu'il faut faire pour sauver la nation. L'intérêt supérieur du pays vient en premier lieu. Alors, c'est à cela que ça tient. Quel est alors, puisque nous sommes à 2 ans et demi de 2016, l'année où devraient se tenir normalement les élections prochaines, devrions-nous, il faudrait d'abord savoir, est-ce que vous, en tant que parti, vous reconnaissez la légitimité de la CENI qui a orchestré les élections que nous connaissons de 2011? Reconnaissez-vous le nouveau leadership au travers de l'abbé Malou Malou? Comptez-vous aller aux élections en 2016 pour un deuxième mandat du candidat élu? Ou quelle est la position de l'UDPS et qu'est-ce que les Congolais du Congo et de la diaspora doivent faire pour s'organiser en propos et en conséquence? Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence.
Très bonne question. Moi, je pense que notre parti doit mener le combat sur plusieurs fronts. Il y a le front de la vérité des urnes. Nous devons continuer à nous battre pour déloger Kabila parce qu'il a fait un hold-up électoral. Mais en même temps, nous devons être réalistes. C'est comme dans un match de football. Moi, j'ai joué au football dans le tout-puissant Anglebert. Des fois, nous nous sommes retrouvés devant des arbitres connus pour leur impartialité. Alors, qu'est-ce que vous faites? Une fois, nous avons décidé de ne pas participer au match. Bon, on nous a collé, forfait. L'équipe adverse est devenue champion. C'est fini. C'est passé, c'est fait, c'est fini. Fait accompli. Fait accompli. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec le retour de Malou Malou, parce que Malou Malou, nous savons ce qu'il a fait en 2006. Il a favorisé une autre tricherie en 2006. Et en récompense de ça, Kabila le remet à la tête de la CENI. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais nous devons nous préparer. Nous sommes à 2 ans des 2 ans et demi. Oui, 2 ans des élections. Il est temps que nous commencions à nous préparer. Ça, c'est mon point de vue. Nous devons, pendant que nous luttons pour la défenestration de Kabila, nous devons nous préparer aux élections de 2016. C'est ça. Sinon, nous allons nous retrouver en 2016 et décider en dernière minute de participer. Ce sera trop tard. Mais si nous regardons sur le terrain, les députés de l'UDPS qui ont décidé de siéger au niveau du Parlement sont quand même révoqués du parti. Si nous regardons la position officielle de l'UDPS, le parti ne reconnaît pas l'autorité de la CENI en tant que telle. Dans l'entretemps, vous avez évoqué les cas de l'impérium, la recherche de l'impérium. Sur le plan purement juridique, beaucoup diraient une position ou une autre risquerait de se contredire. Je comprends, vous avez parlé de la stratégie, de s'organiser en tant que telle. Peut-être la diaspora ou au Congo, beaucoup de Congolais, membres de l'UDPS ou cadres de l'UDPS, penseraient éventuellement aller postuler au poste. Vous avez dit 2 ans, 2 ans ça passe très vite, Oh, oui. et vous devez vous organiser. Quel est alors ce message-là que vous, en tant que représentant officiel du parti auprès des instances de l'ONU, vous donnez de manière officielle, et quel est votre point de vue en tant qu'individu congolais, nationaliste, à ces assises qui arrivent dans moins de 2 ans? Non, moi je donne mon point de vue personnel. Nous devons être réalistes. Et l'expérience nous montre que à plusieurs reprises, nous avons manqué de réalisme. Et quand on s'est ressaisi, c'était trop tard. Quelle que soit la situation, nous devons nous préparer aux élections. Nous devons nous préparer aux élections. Et nous devons prendre les dispositions parce que nous savons qu'il y aura tricherie. Nous devons prendre maintenant toutes les dispositions pour essayer de contrer cette tricherie ou la minimiser au possible. La position du parti est celle que nous connaissons. Il faut d'ailleurs que sur ces questions-là, nous puissions évoluer. Un membre du parti peut avoir une position contraire à celle du parti. Je ne pense pas que ce soit une raison pour le foutre dehors du parti. Il est en opposition sur une certaine question.
Mais cela n'est pas dit, ne veut pas dire qu'il est en opposition au parti de façon générale. Est-ce qu'il faut le foutre dehors pour ça? Moi, je ne pense pas. Il est déplorable que les gens qui ont été retenus comme députés de l'UDPS n'aient pas compris que le président avait besoin de leur appui à ce moment-là précis pour revendiquer éventuellement sa position. Revendiquer sa position, merci. Mais bon, je crois qu'ils ont pris une mauvaise décision. Mais c'est quand même des gens qui sont ancrés dans l'UDPS. Oui, quand je vois comme député Badi Banga, c'est des gens qui connaissent... Non, mon cher ami, nous devons évoluer. Évidemment, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Nous devons évoluer. Ici, vous observez la politique ici, au Canada et aux États-Unis. Mais combien de gens ne s'opposent pas à la position de leur parti? Mais ce n'est pas pour cela que on les fout dehors du parti. Non. Pour une question spécifique, ils peuvent avoir une position contraire. Tout en respectant la ligne de conduite. Tout en respectant la ligne de conduite générale du parti. Alors, nous devons évoluer sur ces questions-là. Moi, je pense que les gens qui ont été soi-disant élus, ils sont là. Ce sont des gens que maintenant nous devions utiliser en notre faveur. Vous savez, il a fallu 13 membres au Parlement pour créer l'UDPS. Tout à fait. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous ne sommes pas d'accord avec la position qu'ils ont prise parce qu'elle nous a défavorisés à un certain moment. Et nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Parlons de l'évolution, monsieur le représentant. Vous avez mentionné, ou dans travers nos recherches d'informations, on a eu écho d'une rencontre qui s'organise à Washington. Nombreux connaissent Washington comme la capitale politique du monde, où les grandes décisions politiques, les grandes orientations géostratégiques sont prises, ainsi de suite. Que pouvez-vous dire davantage au sujet de ces assises, justement, que vous organisez à Washington au mois de novembre? Bon, en fait, nous voulons organiser cette rencontre à New York. C'est à New York, mais New York n'est pas si loin de Washington. New York, ce sont les Nations Unies. Effectivement. Donc, après cette rencontre, nous avons la possibilité de rencontrer les gens des Nations Unies. Et même d'aller à Washington, parce qu'il est important pour le moment pour nous de rencontrer Kerry et de discuter de la politique américaine vis-à-vis du Congo. Kerry est venu, c'est l'occasion d'un grand changement. Parce que comme vous le savez, Hillary Clinton avec Bill Clinton, c'était Susan Rice, c'était Kagame et tout ça. Mais les choses ont changé parce que finalement ce sont les hommes qui font la politique. Hein. On a fait partir Roger Miss, on a fait partir l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Hein? Donc tout le groupe qui soutenait Kabila, Kagame et compagnie. Donc nous voulons nous rencontrer pour parler de l'avenir de notre parti. La situation est très préoccupante. Vous avez parlé des élections, vous avez parlé de 2016. Nous devons examiner toutes ces questions-là pour pouvoir proposer à la hiérarchie notre contribution pour essayer de revitaliser le parti et le sortir
de sortir du cul-de-sac dans lequel il se trouve pour le moment. Donc, nous faisons appel aux membres du parti qui ont le temps pour qu'on réfléchisse ensemble sur l'avenir de notre parti. Beaucoup de gens sont préoccupés. Il y a une réunion interfédérale au Sud Kivu qui s'est réunie, qui a fait ses propositions. Il y a ce que nous appelons l'université d'été qui va se réunir à Bruxelles. Nous voulons aussi nous réunir à New York pour réfléchir en toute liberté sur la situation qui est la nôtre et voir comment nous pouvons nous en sortir. Nous sommes un parti politique. Notre objectif, c'est d'arriver au pouvoir. Nous voulons voir ce qu'il faut faire pour arriver au pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous voulez voir pour parvenir au pouvoir, mesdames et messieurs, comme je disais à l'introduction, pour les réseaux de la diaspora, c'est un grand privilège d'interviewer le représentant Kalonzo. Vous comprendrez, il ne sortira pas des décisions stratégiques liées avec sa mission au niveau de Nations Unies, mais ils arrivent lorsque nous préparons nos interviews, nous préparons une série de questions, mais Monsieur le représentant, souvent, Monsieur Charles Kajumon-Pompo, qui présente les coulisses du pouvoir, a l'habitude de demander, souvent durant nos interviews, nous posons beaucoup de questions, mais nous aimerions toujours connaître si il vous était donné de conclure cette interview. Quels seraient justement ces éléments que vous aimeriez débattre ou partager avec nos auditeurs, lesquels n'auraient pas été posés dans notre questionnaire? Merci bien. Je vous ai d'abord précisé que j'étais représentant aux Nations Unies pendant presque 10 ans. Donc je ne le suis pas pour l'instant. Vous avez posé des questions intéressantes sur le pays, le parti UDPS, les ambitions des uns et des autres. Je pense que nous avons, en tant que peuple, une grande responsabilité sur ce qui nous arrive. Nous devons éduquer notre peuple pour qu'ils comprennent que les changements profonds qui arrivent dans d'autres pays sont l'œuvre du peuple de ces pays-là. La Tunisie, l'Égypte, la Libye, la bataille en cours en Syrie, etc. Nous avons un pays qui est potentiellement riche. Nous ne pouvons pas accepter d'être si pauvres. Ça prend un homme, à mon avis. Ça prend un homme pour tout changer. Le jour où nous avons le chef d'État qu'il faut, la personne qui va donner les impulsions qu'il faut, notre parti, notre pays va repartir. Alors il est grand temps que nous nous battions pour avoir l'homme qu'il faut à la tête de notre pays. Étienne Tshisekedi a lutté pendant des années avec nous pour l'instauration d'un état de droit au pays. Il est temps que nous reprécisions les choses. La lutte de l'UDPS doit être une lutte pour la prise de pouvoir. Et une fois qu'on aura pris le pouvoir, on peut appliquer notre projet de société qui veut un changement profond dans la gestion du pays. Donc, nous sommes pratiquement responsables du changement qui peut intervenir dans notre pays.
il faut que nous sachions que cela prend jusqu'au sacrifice suprême. Il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de cadeau. Croire que Dieu va intervenir pour changer la situation chez nous, c'est rêver. Dieu a déjà tout fait. Il nous a donné un pays avec toutes les richesses. Il ne va plus rien faire pour nous. Maintenant, c'est nous qui devons faire quelque chose pour gérer notre pays correctement. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Le leadership de notre parti a un devoir, celui de former moralement, psychologiquement les jeunes gens pour qu'ils comprennent que ce pays changera le jour où ils vont décider de se sacrifier. Il n'y aura pas de changement miracle. Ce ne sont pas les Américains qui vont changer les choses à notre place. Ils peuvent nous soutenir s'ils voient que nous menons une action d'envergure. Mais sinon, ils vont s'occuper du superficiel. Aujourd'hui, au Conseil de sécurité, on a entamé une action par Kerry pour essayer de, disons, d'annihiler l'action des groupes armés à l'Est, etc. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. John Kerry devrait revoir la politique américaine vis-à-vis du Congo. Une politique qui n'a pas beaucoup changé, une politique qui continue à appuyer l'émergence d'un dictateur. L'Amérique doit supporter la démocratie au Congo. Question sans tabou, s'il y avait un leadership au sein du parti UDPS, je semble sentir dans vos propos un positionnement politique. Est-ce que vous serez candidat pour éventuellement trôner si jamais ces leadership, je m'excuse, devraient changer? Personnellement, je vois ma contribution différemment. Je peux faire partie d'un leadership qui voit les choses autrement et qui veut œuvrer dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Mais bon, pour l'instant, je pense que la plupart d'entre nous, on soutient le leadership d'Étienne Tshisekedi. Mais nous savons que les choses changent. Il y a la mort qui existe. On ne sait pas quand la mort arrive. Nous venons de perdre dernièrement un membre très influent du parti, Pierre Chimanga. C'était une surprise. Demain, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, nous nous préparons, on regarde comment on peut contribuer efficacement, tout en protégeant notre trésor qui est l'UDPS. Certainement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles des réseaux de la diaspora, comme je vous disais, c'était pour nous un grand plaisir. Nous serons présents à New York au mois de novembre pour, n'est-ce pas, septembre, voilà, donc le mois prochain déjà,
à New York pour prendre les avis des participants et pourquoi pas les conclusions découlant de cette rencontre. Monsieur le représentant, fut un grand plaisir pour nous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, c'est un plaisir. Et certainement, cette fois-là, ça sera votre fidèle serviteur, Monsieur Charles Kajimon-Pompou, docteur, qui présente les coulisses du pouvoir. Donc, Aimé Kabouya, à partir de Toronto, au www.dn247.net, nous vous proposons d'aller dans la partie documentaire ou alors d'autres émissions que nous avons sur le site. Vous y trouverez là des documentaires sur beaucoup de choses, dont les documentaires sur la situation politique qui prévaut au Congo, et pourquoi pas faites ça connaître à vos pairs, aux Congolais, car un peuple instruit est un peuple mieux préparé pour, n'est-ce pas, apporter un changement positif à la situation du pays. Ne vous demandez pas donc ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Aimé Kabouya au www, comme je le disais,